Cette maman au regard triste, c'est Monique Cyr. Cela fait maintenant 6 ans qu'elle attend qu'on lui dise ce qui est arrivé à sa fille, Amandine Estrabot. Mystérieusement disparue en juin 2013, dans un petit village du Tarn. C'est tout le temps qu'on se pose la question, qu'on se dit mais où elle peut être. Je sens sa force, je sens qu'elle... Donc, je lâcherai rien. Ce drame tourmente également une autre maman, Irma Géano. Je pense à ça tous les jours. On ne peut pas se l'enlever de la tête. Sauf qu'Irma, elle, mène un tout autre combat, prouver l'innocence de son fils, Guéric Géano, accusé justement d'être le meurtrier d'Amandine. Mon fils est innocent et on a beau le clamer haut et fort et on ne nous entend pas. Alors qu'hier encore elles étaient amies, Monique et Irma sont devenues des ennemis irréconciliables, mais unies malgré elles dans la même tourmente judiciaire. Il payera son addition, il la payera très cher. J'en suis persuadée. Moi, j'ai foi en la justice. Je comprends sa douleur, mais il faut le vrai coupable. Voici l'affaire Amandine Estrabot, l'histoire d'une jolie Tarnaise dont la vie a volé en éclats à l'aube de ses 30 ans. J'ai besoin de savoir ce qui est arrivé à mon ami. Il n'y a pas de corps, il n'y a pas d'ADN, il n'y a rien dans ce dossier. On est face au crime parfait. Très rapidement, toutes les pistes vont converger vers Guéric Géano. Il déclare l'avoir violée, frappée avec une clé à molette. Ils se sont acharnés sur lui pour lui faire avouer des choses qu'il n'avait pas envie d'avouer et qu'il n'a rien fait. C'est comme ça qu'on fabrique l'erreur judiciaire. Qu'ils nous disent où elle est, qu'on puisse faire ce qu'il faut pour elle, et l'avoir enfin près de nous. Tout commence à 90 km de Toulouse, dans le petit village de Roquecourbe. Nous sommes dans la soirée du 18 juin 2013, et alors que les habitants sont déjà endormis, une femme, elle, peine à trouver le sommeil. Il s'agit de Monique Cyr, 54 ans. Cela fait déjà quelques heures que sa fille Amandine Estrabot, 30 ans, ne répond pas à ses appels, et cela ne lui ressemble pas. Voilà, je l'appelle et puis bon, mais je tombe sur les répondeurs, je lui laisse un message. Je la rappelle et puis rien. Monique et sa fille entretiennent une relation fusionnelle. Elles sont très très proches l'une de l'autre. On s'appelait pratiquement tous les jours. Donc je me suis couchée, mais vraiment pas tranquille, je n'arrivais pas à m'endormir, j'étais vraiment perturbée. La maman d'Amandine a un mauvais pressentiment. Et les événements du lendemain vont lui donner raison. Il est 8 h du matin. À peine réveillée, Monique Cyr se précipite sur son téléphone. Mais là encore, aucun appel de sa fille. Pas même un SMS. Et ça l'inquiète parce que d'habitude, même si elle est occupée, elle rappelle. Monique décide alors de contacter l'établissement où travaille Amandine. Elle est assistante d'éducation dans ce lycée professionnel à Castres. Et la jeune femme est connue pour sa ponctualité. Peut-être est-elle déjà sur son lieu de travail. C'est Sandrine, une collègue d'Amandine, qui réceptionne l'appel, et elle n'a pas de très bonnes nouvelles à annoncer à Monique. Donc Monique nous appelle, nous demande si on a vu Amandine, on lui dit que non, elle n'est toujours pas arrivée. Chose très rare, parce qu'Amandine était très assidue, jamais de retard sur son lieu de travail. Là, pour moi, c'était pas du tout normal. Immédiatement, Monique saute dans sa voiture. Tout juste 1 kilomètre la sépare du domicile de sa fille, car cette dernière habite le hameau de Cantegaline, également situé
sur la commune de Roquecourbe. Sur place, elle remarque tout de suite que quelque chose ne va pas. Et là, en arrivant tournant au chemin, j'ai vu la porte grande ouverte. Et l'angoisse de Monique va monter d'un cran, car sur cette porte grande ouverte, elle remarque immédiatement les clés de sa fille. Amandine ? Et ce n'est pas tout. Une fois à l'intérieur, Amandine ? elle constate impuissante que la maison est déserte. Amandine ? Il n'y a rien dans la maison, il n'y a personne. Elle appelle, personne ne répond. Amandine ? Je l'appelais, je fais toutes les pièces, c'est introuvable. Plus troublant encore, la mère de famille découvre avec stupeur qu'Amandine est partie en laissant chez elle tous ses effets personnels. Il y a le sac qui est posé dans l'entrée. Le téléphone portable également. Donc là, c'est évident que pour Monique, il s'est passé quelque chose de grave. Au comble de l'inquiétude, Monique Cyr décide alors d'alerter la gendarmerie de Roquecourbe. Quelques minutes plus tard, une patrouille arrive sur les lieux. Alors qu'un premier gendarme prend la déposition de la mère de famille, sous le choc, l'autre officier décide de faire le tour des lieux. Et c'est dans le jardin qu'il découvre justement des éléments qui laissent présager le pire. Il m'a dit, il a une paire de chaussures. J'ai dit, comment? Il m'a dit, des ballerines. Et ça pose aussi un véritable problème. Que font les ballerines d'Amandine à même le sol, posées là? Parce que ces ballerines, elle les portait la veille. Plus inquiétant encore, le gendarme découvre également un bijou, une paire de boucles d'oreilles qui semble avoir été piétinées. Elles sont toutes tordues, toutes abîmées. Les deux. À proximité des boucles d'oreilles piétinées et des ballerines, les herbes hautes sont couchées comme écrasées. Tout laisse alors penser que la jeune femme aurait été victime d'une attaque violente dans son jardin. Ça ressemble à une lutte, une bagarre. Cette zone de lutte, je veux parler de l'herbe foulée et de ces ballerines et de ces boucles d'oreilles, démontre qu'il y a eu une agression. Ça semble tellement irréel, tellement irréel. Une enquête pour disparition inquiétante est alors confiée à la section de recherche de Toulouse. La disparition d'Amandine Estrabot cache-t-elle vraiment une agression? Qui pourrait bien en vouloir à cette jolie Tarnaise qui, vous allez le voir, était appréciée de tous? Et surtout, s'est-il vraiment passé un drame dans ce petit pavillon de Roquecourbe? Amandine Estrabot est ce que l'on appelle une enfant du cru. Élevée à Roquecourbe, sa famille est installée dans ce petit village du Tarn depuis déjà plusieurs générations. Elle grandit dans la nature et développe très vite une passion pour les sports de plein air. Casse-cou et pleine d'énergie, elle devient une jeune adulte bien dans sa peau qui ne passe pas inaperçue. En fait, Amandine, c'était une croqueuse de vie. Elle voulait profiter de la vie. Mais une fille très péchue, très dynamique. Toujours la banane. Toujours le sourire. Dans les yeux et sur les lèvres. Elle rigolait souvent et elle avait un beau sourire en plus. Ouais, elle était jolie, tout le temps. Un joli brin de fille qui est aussi une femme amoureuse. En 2010, elle fait la connaissance d'un professeur, de 15 ans son aîné. Elle avait beaucoup d'espoir dans cette relation parce que c'est vrai que l'homme était intéressant, cultivé, lui avait appris à voyager. Turquie, Portugal. Grâce à son petit ami, Amandine découvre le monde
pour la première fois de sa vie. Et c'est aussi grâce à son amoureux qu'elle se découvre des talents cachés tels que le chant. Il l'accompagnait musicalement et elle chantait. C'est au travers de cette personne qu'elle a découvert ses talents de chanteuse. Cette voix que vous entendez, c'est celle d'Amandine, lors d'un enregistrement qu'elle a justement réalisé avec son compagnon. La première fois que je l'entendais chanter, j'ai dit mais c'est ta voix, mais je ne reconnaissais pas sa voix. On voyait que ça la rendait heureuse. Ça se voyait sur elle. Mais le chant, c'est vrai que ça lui a amené vachement de confiance en elle. Épanouie et heureuse, car Amandine a semble-t-il trouvé l'amour de sa vie. Pourtant, vous allez voir que malgré les apparences, tout n'était pas si rose dans la vie privée de la jeune Tarnaise. Alors, son chevalier servant pourrait-il être impliqué dans cette mystérieuse affaire? Alors qu'Amandine Estrabot vient de disparaître, les enquêteurs apprennent que ces derniers mois, la jolie brune connaissait des difficultés dans son couple. Elle s'y perdait, quoi. Elle s'y perdait dans cette relation. Le professeur était jaloux possessif. Il était impossible à vivre en réalité. Ça la faisait souffrir pour rien. Elle en souffre parce qu'il y avait beaucoup d'amour. Hein. C'est une personne qu'elle aimait énormément. Mais pour elle, la meilleure solution, c'est de se séparer. Le 13 juin 2013, suite à une énième crise de jalousie de son compagnon, Amandine met définitivement un terme à leur histoire et déménage dans le petit pavillon de Roquecourbe dont elle est propriétaire depuis quelques années. Une rupture qui intervient 3 jours seulement avant sa disparition. Elle avait une rupture 3 jours avant. Pour moi, évidemment, j'ai pensé à son ex-copain. Évidemment, j'ai pensé à lui. Amandine s'était beaucoup confiée sur ses craintes que lui inspirait cet ex-compagnon. Et elle en avait peur, d'ailleurs elle s'était confiée le dimanche précédant sa disparition, où elle disait clairement qu'elle avait peur de cet homme. J'en ai parlé aux gendarmes, voilà. Et cette violence, les gendarmes vont en avoir la confirmation grâce à un SMS découvert dans le portable de la jeune femme. Ce message est adressé à son ex-compagnon, quelques jours seulement avant leur rupture. J'ai peur. Je suis sur la défensive face à ta colère, tes agressions, ta violence, tes provocations. Tu n'arrives pas à parler, tu hurles. Tu déverses sur moi tout ton mal-être. Les gendarmes tiendraient-ils une piste sérieuse? Cette séparation cacherait-elle un terrible drame? L'ex-compagnon de la jeune Tarnaise focalise à présent tous les soupçons dans cette affaire de disparition. Alors les enquêteurs lui rendent une petite visite. Les enquêteurs ont fait des perquisitions à la fois dans son appartement, puis également dans sa voiture, parce qu'un corps, il faut le transporter, et un corps, quand on le met dans le coffre, ça laisse toujours des traces. Un poil, un cheveu, de la transpiration. Le suspect fait également l'objet d'un examen médical approfondi pour déceler d'éventuelles traces de griffures, de bleus ou de coups. Car s'il y a eu lutte dans le jardin d'Amandine, comme le pressentent les gendarmes, l'homme a peut-être gardé des stigmates de cette éventuelle altercation. Si dans la bagarre, il s'agrippe à sa victime, il peut avoir des particules de peau, d'ADN, invisibles à l'œil nu. Il gratte sous l'ongle et il voit si on retrouverait par extraordinaire l'ADN d'Amandine. Ça n'a pas été le cas. À partir du moment où on ne trouve pas de traces de sang, d'éléments intéressant l'enquête, ni chez lui, ni dans sa voiture, on le met hors de cause. L'ex-compagnon qui nie farouchement
être impliqué dans cette affaire, présente un solide alibi le jour de la disparition d'Amandine. Après, les enquêteurs m'ont dit non, non, il n'y est pour rien, arrêtez avec lui, il n'y est pour rien. On peut vous le certifier. Privés du seul suspect dans cette affaire, les enquêteurs doivent repartir à zéro. Et ils sont face à une véritable énigme. Il faut dire que la maison et le jardin d'Amandine ont été passés au crible et qu'aucun ADN suspect n'a été retrouvé sur place. Dans ces conditions, la seule solution pour faire avancer l'enquête, c'est de retrouver Amandine, coûte que coûte. Seulement, cela fait déjà plus de 48 heures qu'elle a disparu. Alors Monique, sa maman, prie pour que ses recherches lui ramènent sa fille vivante. Moi, je me disais, mon Dieu, est-ce qu'il va me téléphoner, me dire on l'a trouvée. C'est une situation qui est tellement angoissante. Des centaines de gendarmes et de militaires sont donc à pied d'œuvre pour passer au peigne fin les environs de la maison d'Amandine Estrabot. Il y a des recherches d'envergure qui sont entreprises. Les militaires du 8e RPIMA de Castres viennent en nombre. Il y a des rivières, il y a bien sûr des gouffres. Et il y a une sorte de montagnes, des endroits escarpés et beaucoup d'endroits à fouiller. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. En effet, dans cette région granitique de près de 5000 hectares, les recherches s'éternisent. Alors les habitants de Roquecourbe, choqués par cette disparition, décident de prêter main forte aux gendarmes. Ça a pris les tripes un peu à tout le monde. Hein. On a envie de participer, de rechercher. On est allé marcher pour essayer de la trouver, mais c'était un sentiment bizarre de vouloir la trouver et en même temps d'avoir peur de la trouver. Malgré ces battues d'envergure, les jours défilent sans qu'Amandine ne soit retrouvée. Alors que lui est-il arrivé? Et surtout, un témoin a-t-il aperçu la jeune femme le jour de sa disparition? Dans le Tarn, la presse s'empare de l'affaire Amandine Estrabot. Et l'annonce de sa disparition tourne en boucle à la télévision régionale. Si vous avez aperçu cette jeune fille, n'hésitez pas à contacter la gendarmerie. Des appels à témoins qui vont permettre aux enquêteurs de recueillir plusieurs témoignages selon lesquels Amandine Estrabot aurait été vue en train de faire du stop le jour de sa disparition. Alors, la jeune femme aurait-elle fait une mauvaise rencontre sur la route? C'est en tout cas ce que pense sa collègue Sandrine. Entendue par les gendarmes, voici ce qu'elle raconte. Le mardi 18 juin 2013, Amandine travaillait au lycée de Castres jusqu'en début d'après-midi. Ce jour-là, avant de partir, elle a déjeuné avec sa collègue à la cantine. Lorsque soudain... Amandine a reçu un appel pendant ce repas, donc elle a quitté le réfectoire. Au bout du fil, un ami d'Amandine qui lui annonce qu'il ne peut pas venir la chercher au lycée comme prévu. Il faut dire qu'à cette époque, la jeune femme n'avait pas de voiture. Alors Amandine est très contrariée, car elle comptait vraiment sur son ami pour rentrer chez elle. Donc elle revient, elle était assez perturbée en nous signalant qu'il n'y a plus personne finalement pour la ramener chez elle. Donc je lui demande, mais tu vas faire comment pour rentrer? Et elle me dit, je vais lever le pouce et je vais rentrer en stop. Et je lui dis, c'est pas sérieux. Enfin, Amandine, tu vas pas rentrer en stop. Amandine est une très jolie fille. Moi, ça m'effrayait en fait. L'idée de faire de l'autostop m'effrayait. Mais n'effrayait absolument pas Amandine.
En exploitant les caméras de vidéosurveillance de la ville, les enquêteurs réussissent à reconstituer le trajet effectué par Amandine ce jour-là. À 13 h, la jeune femme quitte effectivement à pied la ville de Castres, où elle travaille, pour se diriger vers son domicile, situé à 12 km de là. On la revoit dans un village intermédiaire. Là encore, elle est à pied, elle fait du stop. Et puis ensuite, elle doit effectuer 80%, 90% du trajet à pied. Les investigations vont être faites avec des chiens renifleurs pour essayer de retracer la piste qui a été empruntée par Amandine. Et la piste du chien renifleur s'arrête donc à un endroit, à un moment donné, à environ 1 kilomètre de chez elle. C'est là que sa trace disparaît. On ne sait plus trop ce qui s'est passé à ce moment-là. Et si le chien perd la trace d'Amandine, c'est certainement que la jeune femme a été prise en stop à cet endroit précis, à seulement 1 kilomètre de chez elle. Puis, on en est certain, Amandine est rentrée à son domicile cet après-midi-là. Car souvenez-vous, son portable, ses clés de maison, ses chaussures ainsi que ses boucles d'oreilles ont été retrouvées chez elle à Roquecourbe. L'enlèvement est probablement survenu après. Les enquêteurs doivent à présent trouver le mystérieux conducteur qui a pris Amandine en stop. De son côté, Monique Cyr refuse de se laisser abattre et elle décide de se lancer dans une gigantesque campagne d'affichage afin de faire avancer l'enquête. C'était le but, quoi, de dire à la personne qui avait enlevé Amandine de nous la rendre, quoi, de ne pas lui faire de mal et qui nous la ramène. Son visage était placardé partout. On ne pouvait pas faire un pas sans la voir. C'était très dur d'être un jour amené à distribuer des affiches avec le portrait de sa fille, de son enfant, avec le numéro de la gendarmerie. C'est une démarche qui vous serre le cœur comme un étau. Alors, le cri du cœur de cette maman va-t-il être entendu? Le mystérieux conducteur qui aurait pris Amandine sur le bord de la route va-t-il se manifester? Vous allez voir qu'un témoin inespéré va relancer toute l'enquête. Car le jour de sa disparition, Amandine aurait été vue en compagnie d'un homme. Ce témoin providentiel, c'est la voisine d'Amandine qui souhaite garder l'anonymat. Aux gendarmes, elle affirme avoir vu la jeune femme rentrer chez elle le jour de sa disparition, aux alentours de 16h30. Et ce n'est pas tout. La voisine affirme aussi qu'Amandine était à bord d'une fourgonnette blanche. Elle va voir Amandine revenir à son domicile accompagnée d'un homme au volant d'une fourgonnette blanche. Du siège conducteur serait descendu un homme, 1m70 à peu près, assez costaud. Le domicile de la voisine se situe à une trentaine de mètres de chez Amandine. Et de cette distance, la femme n'aurait pas aperçu le visage du conducteur. Mais selon elle, tout dans l'attitude de la jeune Tarnaise indiquait qu'elle n'avait pas peur de cet homme. Amandine avait l'air très à l'aise, elle rentrait chez elle et si elle acceptait que cet homme la raccompagne chez elle et si elle acceptait que cet homme pénètre chez elle, c'est bien sûr qu'elle connaissait ce garçon. À son témoignage, la voisine ajoute une précision qui va s'avérer capitale pour la suite de l'enquête. Cette personne portait une tenue de chantier avec notamment un pantalon de travail avec un liseré orange. Qui est le conducteur de cette camionnette blanche, on n'en sait rien. C'est probablement un ouvrier. Les enquêteurs cherchent donc à présent un homme d'1m70, de type caucasien,
qui travaillerait dans le bâtiment et conduirait une fourgonnette blanche. Et pour avoir une chance de le retrouver, il commence par arrêter tous les camions blancs de la région. Encore une fois, la tâche s'annonce laborieuse. Les camionnettes blanches sur le département du Tarn, il y en a environ 100 000. Donc c'est quand même très compliqué de trouver la bonne. Il y a énormément de petites entreprises de construction. Il y a des maçons, il y a des plâtriers, il y a des granitiers. C'est un milieu rural où les gens travaillent avec leurs véhicules. Des dizaines et des dizaines de fourgons, de petites estafettes blancs ont été contrôlés. Mais la chasse aux camions blancs ne donne rien. Alors de son côté, Monique, la maman d'Amandine, désespère. Puis on se dit surtout, mais c'est qui, mais c'est qui, mais qui elle a pu rencontrer, quelqu'un du village, parce que quand on se dit peut-être que je le croise, parce que je l'ai vu. On se pose beaucoup de questions sur tout le monde. Toute la journée, toutes les nuits, c'est et si, et si, et si. Lui, pas lui, voilà. Ça se trouve, il y a encore un meurtrier autour de nous, on ne sait pas. Personne ne sait. Les habitants de Roquecourbe sombrent peu à peu dans la peur, car tous craignent de voir l'un des leurs mêlé à ce terrible drame. Et vous allez voir que l'auteur de la disparition d'Amandine pourrait bien être en effet un enfant du village. À Roquecourbe, cela fait maintenant 10 mois qu'Amandine Estrabo n'a pas donné signe de vie. C'est alors qu'une habitante de la commune pousse la porte de la gendarmerie. Elle a des révélations à faire. Cette mère de famille va à la gendarmerie parce qu'elle est aussi troublée, comme l'ensemble du village, par la disparition d'Amandine Estrabo. Cette mère de famille, la voici. C'est Irma Géano. Elle vient expliquer aux enquêteurs que son fils Guéric, 26 ans, aurait aperçu, lors d'une partie de pêche en forêt, un homme au comportement suspect. C'est Guéric qui allait à la pêche et qui voyait toujours ce bonhomme au bord de la rivière avec un sac à dos et une pelle pliante. Voilà, ce bonhomme, il se promène, qu'est-ce qu'il fait au bord de la rivière? C'est ce qui l'intriguait surtout. Et c'est vrai que si on voit des personnes marcher à cet endroit, c'est bizarre. C'est un coin de pêche un peu, on va dire, isolé, quoi. Où les pêcheurs vont et où les promeneurs ne vont pas. On va pas se promener à des endroits comme ça, quoi. Plus inquiétant, l'odeur que son fils Guéric aurait sentie en croisant le chemin de ce mystérieux promeneur. Guéric Juano aurait dit à sa mère « J'ai senti une odeur de cadavre en putréfaction ». Mais pour les enquêteurs, quelque chose cloche dans les révélations de la mère de famille. Pourquoi son fils Guéric ne s'est-il pas présenté lui-même à la gendarmerie? Irma Géano, sans le savoir, vient de mettre le feu aux poudres. La mère, de toute bonne foi, elle va dire aux gendarmes, voilà ce que mon fils m'a dit. Elle ne se doute pas qu'à ce moment-là, elle est en train d'agiter tel un chiffon rouge et de faire venir les enquêteurs sur son propre fils. Irma ne se rend pas compte qu'elle est en train de faire de son fils Guéric un suspect potentiel. Et une nouvelle fois, elle va orienter les soupçons vers lui en s'épanchant auprès de la maman d'Amandine. Une conversation que Monique Cyr n'est pas prête d'oublier. J'ai croisé sa maman, qui est venue me parler, mais comme d'une maman peut parler à une autre maman, quoi. Elle me dit que son fils était fatigué, qu'il dormait mal. J'ai dit, mon fils, il va pas bien, il fait la dépression, il faisait plus rien, il restait dans sa chambre, regardait la télé et jouait au jeu. Et au cours de cette étrange conversation, Irma prononce une phrase lourde de sens qui va glacer le sang de la maman d'Amandine. Elle m'a dit, oui, mais il est bizarre, il dit qu'il n'est pas un assassin. Un assassin, alors là, je me rappelle que j'ai senti du froid passer dans mon dos, c'était quelque chose de... J'ai dit, et puis je n'osais pas lui poser plus trop de questions, de peur de... J'ai dit, comment ça, assassin? Elle m'a dit, oui, il dit qu'il n'est pas un assassin. La maman d'Amandine
Lorsqu'elle entend ça, elle pense qu'il est pour quelque chose dans l'histoire. Et c'est logique, en tout cas, c'est la mère de la disparue. En parlant de mon fils, je ne pensais pas à l'histoire d'Amandine. C'était pas du tout, puisque jamais il a évoqué Amandine, jamais. Sûr que je n'aurais pas dû me confier à elle. En effet, pour la mère de Guéric, il s'agit juste d'un terrible malentendu. Alors où est la vérité dans cette histoire? Guéric pourrait-il être responsable de la disparition d'Amandine? Une chose est sûre, il va devoir s'expliquer sur ces étranges révélations. Guéric Jeannot est un enfant du village. Il a toujours vécu dans la petite commune. Mais plus intéressant encore, l'homme exerce le métier de maçon à Roquecourbe. Donc effectivement, Guéric peut correspondre à la description de la voisine d'Amandine. Souvenez-vous, le 18 juin 2013, jour de la disparition d'Amandine Estrabot, la jeune femme est vue en compagnie d'un homme en tenue de chantier. C'est la dernière fois qu'elle sera vue vivante. Alors, était-elle avec Guéric? Guéric Jeannot mesure 1,70 m, c'est exactement la taille qui a été décrite par la voisine. Guéric Jeannot est maçon. Tous les jours, il travaille avec une fourgonnette blanche. Il correspond parfaitement au profil recherché. Placé en garde à vue le 17 juin 2014, soit un an après la disparition d'Amandine, Guéric Jeannot, assisté de son avocat, doit à présent s'expliquer. Mais face aux gendarmes, loin de les convaincre, le garçon va aggraver son cas. Il est prostré, il est complètement inactif, quoi. Il réagit pas. C'est un garçon un peu obscur. Il n'arrive pas à s'expliquer. C'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. En effet, Guéric Jeannot n'apporte aucune précision quant aux propos rapportés par sa mère, Irma. Voici ce qu'il déclare aux gendarmes. Pourquoi n'avez-vous pas prévenu les gendarmes lorsque vous avez senti cette odeur de charogne? Je ne sais pas. Pourquoi avez-vous dit à votre mère « Je ne suis pas un assassin » ? Je ne sais pas pourquoi. J'avais peur qu'on me soupçonne. Guéric Jeannot était révolté d'avoir été désigné comme l'auteur possible. Il comprend pas très bien pourquoi on vient le chercher lui. Guéric Jeannot nie farouchement avoir ramené la jeune femme dans son camion et encore moins lui avoir fait du mal. Problème, les enquêteurs savent que Guéric était bien à Roquecourbe le jour de la disparition d'Amandine. Guéric Jeannot travaillait à proximité immédiate du domicile où elle a disparu et où elle a été enlevée. Alors, Guéric se serait-il absenté du chantier sur lequel il travaillait ce jour-là pour prendre en stop et enlever Amandine? À cette question des gendarmes, là encore le maçon botte en touche. Sur son emploi du temps, c'est le flou artistique. Quand on lui dit « mais vous travaillez à cette époque-là », il dit oui. Mais en plus de ça, on ne sait pas sur quel chantier il était. Toutes les personnes qui ont travaillé avec Guéric Jeannot le 18 juin 2013, donc ses collègues de travail et son employeur vont être interrogés. Tous les employés de cette entreprise, il n'y a pas un qui dit la même chose. Aucun témoin ne semble donc en mesure de dire ce que faisait Guéric Jeannot le 18 juin 2013, vers 16h30, heure à laquelle il aurait été vu par la voisine d'Amandine. Plus accablant encore, lors de la perquisition menée au domicile du maçon, un élément capital est découvert dans sa chambre à coucher. On va retrouver chez Guéric Jeannot un pantalon de chantier avec un liselet orange, le même pantalon qui a été vu par la voisine. L'étau se resserre de plus en plus autour du jeune Tarnais, car tout semble indiquer qu'il pourrait être le mystérieux conducteur de la camionnette blanche. D'autant plus que Guéric, l'enfant du village, connaît Amandine Estrabot. Il ne manquait plus qu'un mobile, et les enquêteurs ne vont pas tarder à en trouver un.
Plusieurs personnes dans l'entourage de Guéric Jeannot vont bien confirmer que celui-ci avait le béguin pour Amandine Estrabot. Et lorsque Guéric serait amoureux, son passé le montre, il n'aurait pas toujours le comportement d'un prince charmant. Guéric Jeannot a été considéré comme relativement violent par ses anciennes compagnes. Une petite amie aurait déclaré avoir subi une agression physique, peut-être une gifle, enfin en tout cas une situation houleuse avec Guéric. En garde à vue, Guéric, mis face au témoignage de cette ex-compagne, aurait reconnu les faits. Alors pour les enquêteurs, le mobile du crime leur paraît clair. Il pourrait bien s'agir d'un crime passionnel. On va penser immédiatement à une agression sexuelle liée au fait qu'il s'agissait d'un homme qui nourrissait probablement une forme de désir amoureux vis-à-vis d'Amandine et qui aurait tenté quelque chose, une approche de séduction et qui, face à ce rejet, aurait vu rouge. Mais face aux gendarmes, Guéric Jeannot nie s'en être pris à Amandine. D'ailleurs, durant les 29 heures d'audition, il ne cessera de répéter qu'il n'est pas le meurtrier de la jeune Darnaise. Les enquêteurs cherchent donc des indices matériels et perquisitionnent le camion que l'homme conduisait le jour du drame. Camion qui aurait pu servir à ramener Amandine. Le fourgon qui aurait été utilisé a été passé au crible. Il n'y a pas été découvert la moindre trace, le moindre profil génétique, rien. Guéric Jeannot est donc relâché. Car sans corps et sans preuve tangible de son implication dans la disparition de la jeune femme, impossible de le mettre en examen. Les mois, puis les années passent, sans qu'aucun élément nouveau ne vienne relancer l'enquête sur la disparition d'Amandine Estrabot. De son côté, Monique vit le cauchemar que toute mère redoute, ne pas savoir où est son enfant. C'était toute une vie. Ma fille, moi, je l'ai désirée. Avant de la voir, je ne savais même pas si je pouvais avoir un enfant. Quand j'étais enceinte de ma fille, c'était extraordinaire. On l'a désirée. Ça fait, voilà, et puis il arrive ça, c'est... Et alors que la maman d'Amandine commence peu à peu à perdre espoir de connaître enfin la vérité, une incroyable arrestation que personne n'attendait va relancer toute l'affaire sur la disparition de sa fille. À Roquecourbe, Guéric Jeannot a repris le cours de sa vie. Il travaille dans une carrière et projette même d'acheter une maison pour quitter enfin le cocon familial. Seulement le 7 avril 2016, tout s'effondre. Alors qu'il travaille sur un chantier, Guéric Jeannot est interpellé en grande pompe par les gendarmes. Ils sont venus le chercher au travail, à l'improviste, jeudi matin, voilà. Presque c'était une légion qui allait le chercher au chantier, quoi. Il y avait des gendarmes partout. Il m'a dit, j'ai cru que j'étais un terroriste, quoi. Mais le pire reste à venir. Car cette fois-ci, après 48 heures de garde à vue, Guéric est mis en examen pour enlèvement et séquestration sur la personne d'Amandine Estrabot. Alors, comment expliquer que cet homme sans antécédent judiciaire, relâché 2 ans plus tôt, alors qu'il était soupçonné des mêmes faits, se retrouve aujourd'hui en détention provisoire? C'est vrai que ses auditions sont pas claires, c'est vrai que son emploi du temps n'est pas clair, c'est vrai que son comportement n'est pas clair, mais en revanche, il n'y a pas de corps, il n'y a pas d'ADN, il n'y a rien dans ce dossier. Il n'y a pas une raison raisonnable qui permette d'expliquer la situation dans laquelle se trouve plongé Guéric Jeannot. Je ne peux pas comprendre.
Pour la famille Géano, Guéric fait figure de coupable idéal. Tous crient à l'erreur judiciaire. Pour moi, c'est un acharnement, totalement. Je veux dire, il faut quelqu'un. Mon frère était un peu faible peut-être à ce moment-là quand il a été entendu. Et ils ont joué avec ça. Ils se sont dit, oh, il est maçon, il a un camion de la même couleur, il a un pantalon. Ah, ben c'est peut-être lui. Puis on n'a personne d'autre, alors bon, c'est lui. Ça me rend fou. Je connais son caractère, je connais s'il est bien, s'il n'est pas bien, son ressenti. Je sais qu'il n'a rien fait. Il n'existe pas un élément matériel susceptible d'établir l'éventuelle participation de Guéric Géano. L'erreur judiciaire, c'est la volonté de s'affranchir de la preuve. Alors les enquêteurs ont-ils vraiment arrêté un innocent? Rien n'est moins sûr, car quelques semaines seulement après son incarcération, Guéric va faire des révélations particulièrement troublantes. Des révélations qui vont faire basculer toute l'enquête. Incarcéré à la prison de Seyss, à côté de Toulouse, dans l'attente de son procès, Guéric Géano va de nouveau faire parler de lui. Dans l'établissement pénitentiaire, il se murmure qu'il ne serait pas un prévenu très discret. Il aurait avoué à ses codétenus le viol et le meurtre d'Amandine Estrabo. Il déclare l'avoir violée, frappée avec une clé à molette. Il dit qu'il n'était pas trop sûr qu'elle était morte. Et il dit l'avoir enterrée et que comme c'était un petit gabarit, il aurait passé 2 heures à creuser de manière assez profonde pour qu'on ne la retrouve pas. Voilà ce que Guéric Géano, qui crie son innocence, voilà ce qu'il raconte à ses codétenus. Je ne sais même pas si il a eu l'idée de lui fermer les yeux. Il a mis la terre sur elle, sur son corps. Même de la chaux, apparemment. La réalité, elle est là, monsieur. Elle est là, la réalité, elle n'est pas ailleurs. Enterré comme un chien. Pire qu'un chien, même. Et Guéric Géano aurait été encore plus précis dans ses révélations. Il aurait également dessiné un plan du lieu où se trouverait le corps d'Amandine, en plein cœur de la forêt, non loin de la maison de la disparue. C'est-à-dire que de sa main, il dessine un plan de l'endroit où il aurait enterré Amandine, avec une croix où il a écrit Amandine. À partir du moment où les magistrats prennent connaissance de ce plan, de nouvelles fouilles vont intervenir dans la forêt du Cidobre pour tenter de retrouver le corps d'Amandine. Mais cette fois-ci, grâce aux confidences et aux plans de Guéric Géano, les recherches se concentrent sur un périmètre beaucoup moins étendu que la première fois. On prie, on s'est dit, mon Dieu, mais faites qu'il la trouve, quoi. Faites que ça avance, faites que les choses enfin aboutissent. Pour se donner toutes les chances de retrouver le corps d'Amandine, les enquêteurs vont même extraire Guéric Géano de sa cellule pour le transporter sur les lieux qu'il a lui-même décrits. Et l'on s'est dit, sur les lieux du crime présumé, cet homme aura un choc tel qu'il manifestera par son comportement soit qu'il est l'auteur des faits, soit qu'il en sait davantage. Seulement, c'est tout le contraire qui va se passer. Muré dans le silence, Guéric Géano ne va apporter aucune aide aux enquêteurs. Cette mise en situation a laissé l'impression que l'on avait affaire à un homme qui véritablement ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Malgré les recherches approfondies dans toutes les zones dessinées par Guéric, le corps d'Amandine Estrabo reste toujours introuvable. Selon les proches du jeune homme, une seule explication possible. Guéric a avoué un crime qu'il n'aurait pas commis, car il aurait subi des pressions de la part de ses codétenus. On l'a tapé, il a donné des coups de poing, et ils se sont acharnés sur lui pour lui faire avouer des choses qu'il n'avait pas envie d'avouer et qu'il n'a rien fait. Il n'a même pas réfléchi. Il n'a même pas réfléchi.
Je pense qu'il l'a fait vraiment pour être tranquille. Pour se dire, je vais faire ça, il va plus m'emmerder, en gros. En prison, il vaut mieux être un dur, ou en tout cas avoir l'apparence d'un dur, que l'apparence d'une mauviette victime d'une erreur judiciaire. Les confidences en prison de Guéric vont particulièrement alourdir son cas aux yeux de la justice. Déjà mis en examen pour enlèvement et séquestration, il est désormais accusé du viol et du meurtre d'Amandine. Et le Tarnais risque maintenant jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle. Aujourd'hui, à Roquecourbe, plus de 6 ans après le début de cette terrible affaire, et malgré la mise en examen de Guéric Jeannot, les proches d'Amandine Estrabot n'ont toujours aucune explication sur les circonstances précises de sa disparition. Son corps n'ayant jamais été retrouvé. Moi, j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir ce qui est arrivé à mon ami. C'est long et il faudrait qu'on sache tout, quoi. Parce que c'est pas possible de vivre en se disant on sait pas, c'est rien, sauf qu'elle est plus là, quoi. De son côté, Monique, la maman d'Amandine Estrabot, a une intime conviction. Guéric Jeannot serait le seul à savoir où se trouve le corps de sa fille. Et pour cause, selon elle, il serait le seul responsable de la disparition de son enfant. Tout nous ramène à lui depuis le début, donc dire qu'il n'y est pour rien, qu'il est innocent, on sait très bien que c'est lui. Pourtant, selon la défense, dans cette affaire, il persiste trop d'incohérences pour faire de Guéric Jeannot un coupable. Notamment concernant les déclarations du seul témoin de ce dossier. Souvenez-vous, la voisine d'Amandine, qui avait aperçu la jeune femme le jour de sa disparition, en compagnie d'un homme qui l'a ramenée chez elle à bord d'une camionnette blanche. Mais dans ces déclarations, 2 éléments ne colleraient pas avec le profil du jeune Tarnais. La voisine connaît Guéric, son mari connaissait Guéric, allait à la pêche avec Guéric. Vous avez quelqu'un qui vient chez vous pour aller à la pêche avec votre mari et vous le voyez descendre d'une camionnette en face de chez vous avec votre nouvelle voisine et vous vous dites pas, tiens, c'est Guéric. Non, elle ne se dira pas que c'est Guéric puisqu'elle ne le reconnaîtra pas. Et ce n'est pas tout. Toujours selon la défense, non seulement la voisine n'a pas reconnu Guéric, mais elle aurait même affirmé que le camion qu'elle a vu ne ressemblait pas du tout à celui de l'entreprise qui embauchait Guéric ce jour-là. Lorsque les gendarmes lui montreront les photographies, elle dira « Non, non, ce n'est pas celui-là. Celui-là, il a les bords beaucoup trop arrondis. Celui que moi j'ai vu avait des bords beaucoup plus tranchants. » Malgré ces éléments qui pourraient remettre en cause la culpabilité de Guéric Jeannot, Monique nourrit un dernier espoir. Elle voudrait qu'Irma, la maman de l'accusé, puisse convaincre son fils de passer aux aveux. Moi, je ne suis pas à sa place, mais j'irai voir mon fils en prison et puis je dirais, écoute, quoi que tu aies fait, tu es mon fils, tu resteras mon enfant, je ne vais pas te rejeter. Je serai toujours là, mais il faut que tu parles. Dis-moi ce qu'il en est. Est-ce que tu as fait quelque chose de mal ou pas? Est-ce que tu as fait du mal à Amandine ou pas? Dis-moi. Je peux vous dire qu'en tant que maman, je l'ai fait. Je n'étais pas bornée, je n'avais pas des œillères, je lui ai demandé. Je lui ai dit, ne me mens pas, dis-moi si s'est passé quelque chose. Mais elle a toujours dit que non. Je comprends sa douleur, qu'elle veut savoir. Mais il faut le vrai coupable. Il ne faut pas condamner quelqu'un qui n'a rien fait. C'est à Albi, devant les assises du Tarn, que le procès de Guéric Jeannot devrait avoir lieu, à l'automne 2020. L'homme risque la réclusion à perpétuité. Tous espèrent que ce procès permettra enfin de connaître la vérité sur le destin tragique d'Amandine Estrabot. À Roquecourbe,
Personne ne peut oublier le sourire si communicatif de la jolie Tarnaise. Son visage est désormais gravé sur une stèle au pied d'un arbre, surnommé l'arbre de l'espoir, et planté en souvenir de la disparue. J'y vais de temps en temps. J'y souris, j'y passe la main sur la plaque. Il me semble parfois l'avoir marché, l'avoir arrivé vers moi. Donc c'est trop de souffrance. Moi, je tiens et je vis au quotidien pour que justice soit faite et bien faite. Voilà.